Bonjour Gilbert Beaune. Bonjour Juliette et bonjour Corinne aussi. Je pense que vous m'entendrez mieux comme ça. Après avoir illustré la période que nous vivons, je pense que vous m'entendrez mieux démasqué. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que vous recherchez. Me démasquer. Tout à fait. Alors Gilbert, quand avez-vous été élève au lycée Voltaire et dans quelle classe? Et je suis arrivé au lycée Voltaire en 1957 pour la rentrée de septembre 57 en 6e et j'y suis resté 8 ans puisque ayant passé le bac en 1964, je suis resté encore au lycée Voltaire un an de plus en classe préparatoire, en classe de lettres supérieures, une classe qui a existé pendant quelques années. Globalement, quels souvenirs gardez-vous de ces années-là ? Des souvenirs divers. Mon entrée d'abord, faut vous dire que pour moi l'entrée au lycée a été un événement marquant parce que je n'étais pas heureux à l'école primaire. Je n'ai pas de bons souvenirs de l'école élémentaire et cette entrée au lycée a changé complètement ma vie. Elle l'a orientée complètement et elle l'a modifiée complètement. J'ai été heureux une fois que j'étais en 6e. Et pour des raisons qui paraîtraient irréelles, risibles ou rédhibitoires pour des élèves d'aujourd'hui et peut-être pour des gens de votre génération, c'est parce que j'ai fait du latin. Et la découverte du latin a été pour moi quelque chose d'extraordinaire grâce à ce professeur, M. Duvernois, que j'ai rencontré à nouveau en 1989 lors du centenaire du lycée. Donc Duvernois, qui était mon prof de français-latin en 6e. J'ai le souvenir, je lui ai rappelé le souvenir d'une composition de thème latin où j'avais été particulièrement heureux. Donc c'est quelque chose qui sans doute surprendra beaucoup. Voilà. Et puis après, j'ai d'autres souvenirs, mais je suppose qu'on aura l'occasion de parler de certains enseignants, donc c'est là que je vous donnerai... je ne peux pas dire que j'ai été heureux tout le temps, mais en tout cas, l'entrée en 6e a profondément modifié ma vie. Y a-t-il d'autres professeurs qui vous ont marqué ? Ah oui, certainement. Au fil des années, alors je vais essayer de ne pas oublier... alors je les prendrai chronologiquement, si vous voulez. En 3e, en anglais, ça a un peu déterminé ma carrière ensuite, mais ma carrière de professeur d'anglais. Et Jean Cureau, qui était mon prof en 3e, qui était quelqu'un d'exceptionnel, alors que c'était encore un enseignement tout à fait traditionnel. Lui était quelqu'un d'exceptionnel déjà. Ensuite, il a été un des pionniers de l'audiovisuel. Et toute une partie de ma vie, j'ai eu affaire à lui parce que j'avais été son élève en 3e. Il a été mon conseiller pédagogique au lycée Voltaire lorsque je débutais. J'ai fait un stage, ce qu'on appelait le stage du centre pédagogique régional au lycée Voltaire, sous sa direction. Et ensuite, il a été le prof de mon fils. Et il est resté un ami. Je l'ai d'ailleurs eu au téléphone hier. C'est un nonagénaire qui se porte assez bien. Alors ensuite, autre souvenir, Henri Agel. Alors Henri Agel, il en est question, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a déjà dit sur lui et que l'on peut trouver dans d'autres reportages que l'on trouve sur le site de l'association, mais ça a été mon maître en classe de seconde et donc être élève d'Henri Agel, l'avoir comme professeur de français et assister presque chaque semaine aux séances du ciné-club, les séances du ciné-club d'Agel étaient quelque chose d'exceptionnel. Et je renvoie à l'interview de Jacques Doyon quand il a présenté les choses beaucoup mieux que je ne le saurais faire maintenant. Donc Henri Agel. Et alors deux autres professeurs quand même, André Strauss en anglais, qui est un homme qui était extrêmement dévoué vis-à-vis des élèves, qui
faisait des calls non rémunérés quand nous étions en terminale. Il était capable de vous récupérer devant un radiateur dans le couloir pour dire « Allez hop, comment dites-vous, depuis quand es-tu là ?» Et puis, je l'ai quand même eu 3 ans aussi, lui, comme professeur. Et enfin, un historien, un homme exceptionnel, Georges Lefranc, que j'ai eu aussi 3 ans, première, terminale et classe préparatoire. Et c'est un homme, sans doute, qui m'aurait incité à être professeur d'histoire si, j'y reviendrai peut-être plus tard, si je n'étais pas devenu par hasard un peu professeur d'anglais. Mais disons par hasard et presque par erreur. Mais j'y reviendrai. Je peux vous le dire pourquoi maintenant, mais je pense que j'aurai l'occasion de le dire. Si, vous pouvez nous le dire maintenant. Ah oui, alors c'était un peu plus tard, ça, mais très vite après. C'est que à la fin de cette année de classe préparatoire, nous passions les concours de l'école normale supérieure de Cachan, à laquelle je n'ai pas réussi à accéder, mais il y avait également un concours universitaire, alors le concours des IPES. À ce moment-là, ça avait été quelque chose qui avait été créé, Institut de préparation à l'enseignement secondaire, et donc c'était pour recruter. C'était extrêmement intéressant d'être reçu au concours des IPES, parce que ensuite vous étiez payé pendant vos études avec un salaire disons, qui eût été l'équivalent du salaire d'un instituteur débutant. C'est extrêmement gratifiant pendant ces études. Et donc, sur l'examen de première année de fac, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de spécialisation encore en première année de fac, c'était ce qu'on appelle le certificat d'études littéraires générales, et donc on passait ça sur 3 matières, français ou philo, et puis après au choix, une langue vivante ou 2 langues vivantes, ou l'histoire. Et donc j'ai été reçu au concours des IPES. Mais, après les résultats, je vois, parce que je vais, avec mon ami Daniel Maximin, nous allons au résultat à la Sorbonne, et on voit que j'étais en anglais, j'étais sur les listes de l'anglais, ce qui me surprend. Alors je vais au secrétariat des IPES, je dis, je suis bien content d'avoir réussi le concours, et pourquoi m'avez-vous mis en anglais ? Alors là, la fille est très étonnée, elle me sort la fiche que j'avais remplie pour faire acte de candidature. Elle me dit, regardez ce que vous avez mis, regardez les matières, anglais, histoire, géographie, lettres modernes. Et c'est là que j'ai compris que j'aurais dû les mettre dans l'ordre préférentiel et pas dans l'ordre alphabétique. Mais on était assez mal renseignés, parce que comme nous étions ici en classe préparatoire, bon, ce qui se passait, on s'était inscrit à cet examen universitaire un petit peu en courant. Donc, et il manquait le latin ? Ah ben non, parce que c'était lettres modernes. Non, j'aurais pas lettres classiques. On n'avait pas fait de latin depuis la première, donc j'aurais pas été à la hauteur, je pense, en lettres classiques. Et y a-t-il un cours que vous aimeriez particulièrement revivre ? Ah, bien entendu, les cours de français d'Agel, les cours de français d'Agel, ce que j'ai expliqué, puis tout le côté absolument stimulant, énergisant et innovant, je dirais, parce que c'était un homme, comme je l'ai expliqué dans mon speech très court, vous l'aurez remarqué, lors de l'inauguration de l'amphithéâtre Henri Agel, au milieu d'un travail en latin sur Cicéron, il s'apercevait qu'il y avait là quelque chose qui ressemblait à une ellipse cinématographique, et nous quittions aussitôt la salle pour retourner voir un passage de La Grande Illusion dans la salle de Ciné-Club, un passage de La Grande Illusion de Jean Renoir, où il y avait effectivement une ellipse. Donc il y avait cette façon pour lui d'établir des correspondances. En quelques minutes, on passait de Cicéron à Jean Renoir, c'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon. Et alors les cours de Georges Lefranc. Oui, Georges Lefranc était un grand historien de l'histoire sociale, de l'histoire du mouvement social, du Front populaire. Donc c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup.
Voilà. Et vous, quel genre d'élève étiez-vous? Alors moi, je crois que j'étais un élève docile. Je pense que j'étais le bon élève. J'ai été pris d'excellence en 6e et 5e. Je tiens juste à dire, pour votre information, puisque nous sommes ici dans le parloir du lycée, et que jusqu'à 1968, à ma connaissance, c'est ici, en tout cas lorsque j'étais élève un peu avant, c'est dans cette salle que se passait la distribution des prix, niveau de classe par niveau de classe. Donc j'ai été pris d'excellence en 6e et 5e, un petit peu moins après, mais je crois que j'étais un élève complètement studieux jusqu'à... C'est pas que je n'ai pas été sûr, j'ai eu le malheur... J'étais complètement laissé libre de ce que... Mes parents ne m'ont jamais rien imposé. Et donc, j'ai eu, je crois, le tort de négliger les mathématiques. J'étais particulièrement nul en physique, ce qui fait que je me suis condamné à être limité dans un rôle de littéraire et de linguiste. Après tout, ça ne m'a pas gêné, mais je pense que j'ai eu ce tort de négliger les enseignements scientifiques. Vous nous avez dit que vous avez fait une carrière de professeur. Quelle influence ont eu vos années lycée sur votre carrière? Alors, les années de lycée, je ne sais pas si ça a eu beaucoup d'influence. Ça peut m'a donné quelques idées sur des choses qu'il ne fallait pas faire. C'est plutôt le stage que j'avais fait ici avec Cureau quand j'étais donc stagiaire en 1971-72, parce que ensuite j'ai enseigné l'anglais avec la méthode audiovisuelle, et donc ça a été très important pour moi. Et j'ai toujours eu l'idée aussi d'avoir, par exemple, j'avais une photo quelque part là, que je pourrais que j'avais à Bobigny, quand j'ai commencé à Bobigny. Et donc, j'ai toujours eu, quand j'ai été enseignant dans le secondaire, j'avais toujours je n'avais jamais les tables face aux profs, mais toujours dans le sens de la profondeur, de manière à pouvoir me promener. Et puis, de toute façon, quand on faisait de l'audiovisuel, il fallait bien qu'il y ait une certaine profondeur pour que l'image soit projetée sur le mur d'en face. Donc, bon. Maintenant, je ne peux pas vous dire exactement, parce qu'en plus, j'ai quand même eu une carrière. Je n'ai fait que 3 établissements comme enseignant dans ma vie. Et c'est quand même assez divers. J'ai une carrière assez diverse, puisque j'ai passé 14 ans dans un collège à Bobigny. Ensuite, une dizaine d'années dans un établissement secondaire du 20e arrondissement. Et 14-15 ans comme prof d'anglais à la faculté de droit de Paris 12. Donc, je ne veux pas me vanter d'une carrière exceptionnelle, mais c'est vrai que quand on a commencé... Enfin, c'était... Mon doyen me citait comme un exemple particulier, pas un exemple à suivre, mais un exemple particulier du fait que j'avais commencé à enseigner au collège à Bobigny, où je suis resté 14 ans, et j'ai fini j'ai fini ma carrière en donnant un cours d'amphi sur les institutions judiciaires de la Grande-Bretagne. Donc, mais ça a été pour moi, enfin, j'ai considéré ça comme un enrichissement permanent. Très belle carrière, en effet. Avez-vous pratiqué d'autres activités extra-scolaires, sportives ou artistiques ou autres? Oui, la carrière est peut-être moins belle et moins spectaculaire, surtout sur le plan sportif. Bon, je ne reviendrai pas sur une anecdote que je raconte souvent sur la cachette que constituaient les toilettes de la cour de gymnastique, de la cour d'éducation physique du lycée, quand on nous faisait faire plusieurs tours de cours, alors que je n'ai jamais été un coureur de fond ou de demi-fond. Donc non, j'ai pas de...
j'ai vaguement sous le souvenir d'avoir participé au football à une sorte de coupe des quatrièmes, où je jouais demi-gauche, comme on disait à ce moment-là, c'est-à-dire milieu de terrain. Bon, mais rien qui vaille la peine d'être raconté. Ah, artistique, en revanche, si, parce que quand nous étions en classe prépa, nous avons monté un spectacle avec mon ami Daniel Maximin. On avait monté un spectacle poétique que nous avons joué sur la scène de la salle de cinéma. Et nous avons même créé La Lacune d'Eugène Ionesco, une petite pièce qui n'avait jamais été jouée, qui était parue. On l'a jouée parce qu'elle était parue, cette petite pièce, dans un hebdomadaire. Alors, était-ce les Lettres françaises ou les Nouvelles littéraires à l'époque, je ne me rappelle pas. Mais ça nous avait paru intéressant. C'est vraiment une petite pochade, cette pièce. Mais c'était intéressant parce que le héros était un académicien qui n'avait pas réussi son bac. Et donc, on avait un ami qui n'était pas dans notre classe, mais qui était dans la classe de terminale, qui était un pitre incroyable. Il a joué l'académicien de façon formidable. Alors moi, je jouais l'ami de l'académicien qui venait annoncer à l'épouse de l'académicien que non, une fois de plus, il était recalé, qu'il n'avait pas son bac. Voilà. Et la femme de l'académicien était jouée par celle qui est mon épouse depuis 50 ans et qui était une élève de cette classe préparatoire. Voilà. C'était prémonitoire. Ah bah, je ne sais pas si on peut le dire parce que en fait l'ami de l'académicien, si c'était prémonitoire, c'était quand même un peu ambigu. Et mis à part ces ambiguïtés, mis à part vos cachettes lors des courses, quelle a été votre plus grosse bêtise dans les murs de ce lycée? Mais franchement, je ne pense pas avoir fait une bêtise particulière. Il faudrait que je cherche. J'avoue que votre question me prend un peu au dépourvu, mais j'ai sans doute dû faire une couillonnade quelque part. Mais non, je n'ai pas vraiment de souvenir particulier. Je vous répondrai par écrit si je retrouve, mais là, j'ai du mal à répondre à votre question. Ce n'est pas que je ne veuille pas y répondre, n'est-ce pas, parce que j'ai tout à l'heure parlé d'ambiguïté dans le rôle que j'avais joué. Alors ne croyez pas que je veuille maintenir cette ambiguïté. Non, je ne crois pas. Franchement, je ne trouve pas de réponse à votre question. Et ce qui prouve que j'étais quand même un élève sage. Donc, vous voyez toujours Daniel Maximin? Ah oui, bien sûr. Oui, c'est mon ami depuis presque 60 ans. J'ai deux amis qui sont des amis de presque 60 ans, qui se trouvent sur la photo de la classe de terminale, ici. Et depuis... En fait, c'était ma question. Avez-vous d'autres amis? Oui. Voyez-vous toujours des Oui, amis de oui, cette période? Oui, bien sûr. Alors, Daniel Maximin et Bernard Potier donc, sont mes amis depuis presque 60 ans. Et depuis maintenant 1 ou 2 ans, on a même, parce qu'on se voyait quand même régulièrement, mais on a pris l'habitude de déjeuner uniquement tous les trois ensemble et non pas avec le reste, ni avec nos épouses, ni avec le reste des amis, parce que ce qui est extraordinaire, c'est quand nous faisons ces déjeuners, c'est qu'on se remet à parler exactement comme si on était encore des étudiants. Ça démarre tout de suite. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et sans ça, d'autres amis de cette classe préparatoire, oui. Nous avons la semaine prochaine notre rendez-vous annuel des anciens de cette classe. Nous avons fêté le 50e anniversaire de cette classe en 2014. D'ailleurs, l'événement se trouve dans la saga que Stanislas propose sur le site de l'association, parce que nous avions fait une partie de cet anniversaire ici même, en revisitant les locaux du lycée. Et
Et donc, oui, ce groupe-là, j'y garde une immense fidélité. D'ailleurs, Daniel Maximin est le parrain de mon fils aîné, et un autre de cette classe est le parrain de notre deuxième fils. Donc, nous avons gardé des liens importants. Cette période a l'air encore très présente à votre esprit. Est-ce qu'une chanson vous revient en particulier de cette époque-là? Oui. Alors oui, à coup sûr, pour ce que... Alors c'était pour la fin de... Alors, Les copains d'abord de Georges Brassens. Nous la chantons parce que... un que je n'ai pas cité, mais enfin, c'est le parrain de notre deuxième fils, Joël Lilion, chante. Il chantait déjà, d'ailleurs, lorsque nous étions dans la classe préparatoire. Et à chacune de nos rencontres, nous terminons le moment où son seul petit récital qu'il donne, nous terminons toujours en chantant Les copains d'abord. C'est un rituel auquel nous ne saurions faillir. Mais alors aussi, si, parce que ces années-là, mais les 3 dernières années de ma scolarité, ça a été la découverte de certains... Bon, donc je reste extrêmement attaché à la chanson Les Poètes de Léo Ferré. Et aux poèmes d'Aragon mis en musique par Léo Ferré. Vous avez rejoint l'association des anciens élèves. Quelles étaient vos motivations? Bon, j'ai répondu, en fait, j'ai rejoint l'association quand Stan l'a fait revivre, mais auparavant, il y avait eu une tentative de renaissance de l'association au moment du centenaire en 1989, donc c'était pas Stan à ce moment-là. En fait, c'est le proviseur de l'époque, M. Gérin, qui, au moment de la préparation du centenaire, s'est dit c'est quand même embêtant, s'est-il dit, il n'y a plus d'association d'anciens élèves. Donc il a convoqué quelques parents d'élèves, ex-parents d'élèves qu'il avait sous la main, pour que l'on refasse une association. Il nous a réunis. Cette association, elle a juste réussi à renaître pendant 2 ans. Stan est revenu la faire renaître 10 ans après. Mais donc elle a existé le temps du centenaire. Le proviseur nous avait réunis dans son bureau et il avait dit à chacun d'entre nous quel est votre souvenir du lycée? Alors moi j'ai dit tout de suite le ciné-club d'Henri Agel. Et donc j'ai demandé à Henri Agel, qui était devenu un ami pour moi, je lui ai demandé de venir et lors de la journée du centenaire, il a fait revivre son ciné-club dans la salle qui est dans les mêmes locaux que celle d'aujourd'hui, sauf qu'elle était dans l'autre sens. Et il est venu présenter Madame de Max Ophuls, qui est un de mes films de chevet en plus. Voilà. L'association a évolué. Qu'est-ce qu'elle vous apporte maintenant? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Je crois qu'elle a évolué depuis que Stan l'a créée. Il n'y a pas les mêmes personnes. Je crois que maintenant, vous me détromperez peut-être, mais même le bureau de l'association est arrivé à la parité. Ça prouve que nous avons été rejoints par des dames absolument charmantes, ce dont je ne peux que me féliciter. Pouvez-vous nous chanter l'hymne de l'association des anciens élèves? Je vous aide. Oui. On a aimé le lycée Voltaire et ses 4 cours. Oh, si on revient pour y faire un tour, là, au sein de la sauce des anciens qui vaut le détour. Où étiez-vous en 1968? Je n'étais pas ici. Je n'étais pas ici parce que j'étais en Angleterre. Cette année-là, j'étais assistant dans une grammar school dans le Kent. Et quand vous êtes revenu en France, donc si j'ai bien compris, vous étiez stagiaire avec Monsieur Cureau. Oui, alors ça c'est venu après parce que j'ai repris, d'abord j'ai terminé mes
mes études déjà, parce qu'elles n'étaient pas tout à fait terminées. Bon, si je puis dire que j'ai terminé, parce que l'Institut d'anglais à la Sorbonne était dans un état d'effervescence assez particulier. Mais, ah oui, alors le changement le changement était peut-être moins important que si j'étais venu avant, parce que je n'ai pas fréquenté le lycée Voltaire dans la période allant de la rentrée 68 à cette année-là où je me suis retrouvé stagiaire. Et ce qui s'est passé, c'est que avait été nommé ici comme proviseur M. Guillotin, je pense qu'on peut le citer, il y a prescription, qui était un homme extrêmement énergique, qui avait été nommé pour rétablir l'ordre. Donc, même s'il régnait encore une certaine effervescence, l'arrivée de Guillotin comme proviseur avait largement changé les choses. Vous l'avez connu, vous, comme proviseur, mesdemoiselles. Je sais que mon fils, mon fils est arrivé en 5e seulement ici, parce que nous avions habité la banlieue, et mon fils racontait que quand il était en 5e et 4e dans le réfectoire, l'entrée de Guillotin dans le réfectoire plongeait le réfectoire dans le silence total. Il aurait pu y avoir une effervescence avant, lancer de boulettes ou de je ne sais pas quoi, l'entrée de Guillotin rétablissait le calme d'un coup. Donc, je ne sais pas si vous pouvez témoigner de ce genre de choses. Dans une prochaine interview, quand on inversera les rôles, mais pour continuer sur ce sujet, vous avez donc été élève au lycée avant mai 68, oui. Et vous avez été professeur après 71. Oui. Est-ce que dans l'attitude et le comportement et des élèves et des professeurs et de l'administration, vous avez vu un avant et un après ? Bon, l'administration, j'ai eu très peu à faire, sauf un speech de Guillotin, oui, ça a été assez court. Hein. Le temps qu'il nous fasse savoir qu'on n'était pas venu là pour plaisanter, mais non, Cureau n'avait absolument pas changé. Il n'avait absolument pas changé, sauf qu'entre-temps, il avait créé la méthode audiovisuelle. Et alors, je ne peux pas vous dire, parce qu'il avait sans doute une main de fer, mais dans un gant de velours, en tout cas, les élèves. Je n'ai pas vécu une ambiance normale, d'abord parce que quand j'enseignais à ce moment-là, Jean Cureau était toujours là, le conseiller pédagogique était toujours là, et puis je crois que l'une de vous deux pourrait en témoigner, parce que Corinne, ton frère, je crois, l'a eu. Il n'y avait pratiquement jamais un cours chez Cureau où il n'y avait pas des spectateurs, c'est-à-dire des visiteurs qui venaient voir comment ça se passait. Disons que 3 cours sur 4, il y avait. Donc les élèves étaient habitués à ça. Ça donnait une ambiance différente. Hein. C'était pas comme si on avait été dans une classe normale. Ce qui fait que je ne peux pas trop dire. D'abord, je travaillais sous la férule d'un conseiller pédagogique, et deuxièmement, il y avait les visiteurs qui étaient là. Ce qui était assez stimulant d'ailleurs, parce que les visiteurs venaient aussi quand les stagiaires faisaient cours. Ce qui était assez fâcheux, parce que les visiteurs, ils étaient là ça leur permettait de comparer la qualité du cours donné par Cureau et donné par moi et les 2 charmantes demoiselles qui étaient mes co-stagiaires. Donc, il y avait un défi à relever. Avez-vous une dernière anecdote croustillante à nous raconter ? Croustillante, non, pas particulièrement, non. Non, je pense que je suis sur ce plan-là suffisamment banal pour ne pas trop croustiller, donc je n'ai pas... En toute discrétion, plutôt. Non, je n'ai pas dit... Oui. Et éventuellement, un événement qui vous a marqué, je fais un petit retour en arrière, mais un événement qui vous aurait marqué au moment de votre scolarité au lycée Voltaire, hein. Un événement par rapport à l'actualité. Alors, il y a 2 choses. Ce que je n'ai pas mentionné d'abord, parce que j'ai mentionné mon arrivée ici et mon émotion de latiniste en herbe, mais en fait, il n'était pas évident que j'allais venir au lycée Voltaire.
j'étais dans une école du 20e arrondissement. Les enseignants conseillaient vivement à ma mère le cours complémentaire qui se trouvait un peu plus loin, disant que c'était très bien, qu'on était bien encadré. J'ai heureusement échappé à cet encadrement, non pas que j'ai quoi que ce soit contre. Mais si je suis venu ici, c'est parce que ma tante, ma tante avait perdu son fils. Ce cousin, c'est mon cousin germain, mais enfin, il était né en 1920 et il a son nom sur le monument parce qu'il avait rejoint la France libre et il a combattu avec la RAF. Son avion a été abattu au-dessus de Düsseldorf le 24 décembre 1944 et donc il avait été élève au lycée Voltaire, c'est pour ça qu'il a son nom sur le monument. Et ma tante a dit non, Jacques est allé à Voltaire, il faut que Gilbert aille à Voltaire. Donc ça, c'est un petit... Je pense que j'ai été marqué par ça. Et peut-être pas, j'ai jamais eu d'émotion en passant devant le monument, mais il se trouve que ces dernières années, j'ai été amené à retourner sur les lieux où il avait vécu dans le Yorkshire, où il avait sa base, etc. J'ai retrouvé une dame qui est vraiment devenue une amie très proche, qui était la fille d'un des membres de l'équipage. Donc ça, c'est assez émouvant. Alors maintenant, un événement précis qui est lié, je suppose que c'était ça le sens de votre question, un événement précis qui soit lié à la situation générale en France. Alors ça, certainement, oui, c'est pendant la guerre d'Algérie, c'était à la fin de la guerre, plutôt vers la fin de la guerre d'Algérie, au moment du putsch d'Alger. Au moment du putsch d'Alger, je n'ai appris le putsch d'Alger que le lundi matin, alors que je m'apprêtais à aller en classe, le putsch des généraux, le putsch organisé par le carteron de généraux factieux, comme l'a dit De Gaulle après. Et la veille au soir, j'avais regardé un film à la télévision avec ma mère, donc j'étais en 3e à ce moment-là. J'avais regardé un film à la télévision. On a éteint la télévision juste avant que Michel Debré ne vienne sur les écrans, Michel Debré qui était Premier ministre à ce moment-là, ne vienne sur les écrans lugubre et parasé, annonçant que les paras risquaient d'arriver en France, etc., appelant. Et donc il y a des gens qui ont entendu son appel. Jean Cureau m'a raconté qu'il avait passé la nuit dans un abri de résistants, un fusil à la main, tout en corrigeant nos copies. L'événement mais il y a donc des gens qui l'avaient su le dimanche soir. Nous ne l'avons su que le lendemain. Alors, pendant 1 ou 2 jours, ma foi, on vivait normalement dans le lycée. Et puis, il y a eu peut-être, pendant 5-6 jours, on était évacué à tout moment, parce qu'il y avait une alerte à la bombe. Il y a eu donc pendant presque une semaine, on n'a jamais fini une journée de cours, on se retrouvait sur le trottoir de l'avenue de la République après avoir été évacué. Et alors, si je peux ajouter une anecdote, alors je pense que c'est vrai, parce que c'est André Strauss, le prof d'anglais que j'ai cité, qui me l'a raconté après. On a fini par s'inquiéter au rectorat de savoir pourquoi, petite enquête faite, pourquoi tous les lycées parisiens étaient évacués à cause d'une alerte à la bombe, dont évidemment c'était un mauvais plaisant, c'était un élève qui voulait en profiter pour sécher les cours, qui téléphonait. Ils se sont aperçus au rectorat que tous les lycées étaient évacués, sauf Janson de Sailly. Janson de Sailly était le seul établissement qui n'avait jamais eu d'alerte à la bombe et n'avait pas été évacué. Pourquoi donc Janson ? Et il semblerait qu'enquête faite, ils se sont aperçus que le concierge de Janson, contrairement à ses autres collègues, quand il recevait l'appel, il raccrochait en disant « Ah merde !» Et donc, voilà. Donc, évidemment, ce n'est pas un événement très politique que je vous raconte, mais... alors, l'année suivante aussi, si je me rappelle, la mort d'Édith Piaf, parce que le cortège est passé devant le lycée. Et donc j'ai le souvenir de la mort d'Édith Piaf. Il y a quelques décès qui m'ont marqué à ce moment-là, qui ont marqué nos vies de lycéens.
celle d'Edith Piaf, celle de John Kennedy, bien sûr, ça c'était l'année où nous étions en terminale. Oui. Donc, même d'ailleurs, c'est curieux, je me rappelle, je ne pourrais plus expliquer pourquoi, parce que si, ce que j'ai connu aussi, c'est que ce lycée était extrêmement politisé. Et je me rappelle avoir fait, Georges Lefranc, notre prof d'histoire, m'avait fait faire un exposé sur les forces et faiblesses de l'agriculture soviétique. Bon, je crois que j'avais fait quelque chose de bien, mais d'assez peu favorable au système soviétique. J'avais soulevé une indignation de la part de certains de mes camarades. Le débat se prolongeait, donc pas méchamment, mais on sentait qu'on pouvait allumer une mèche très facilement au lycée. Et alors, donc il y avait aussi des affrontements à la sortie. Il y avait des hommes politiques que je préfère ne pas le citer, mais qui ont fait carrière et qui avaient été élèves ici et qui étaient au contraire représentants de l'extrême droite à ce moment-là. Et donc, il y avait des affrontements assez sérieux. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il y en a eu un le jour ou le lendemain de la mort de Kennedy. Je me demande, alors là, j'avoue, je n'ai jamais compris pourquoi, mais je sais qu'il y avait eu un affrontement avec intervention de la police pour séparer les combattants. C'était un samedi midi. C'était certainement pas lié, je ne vois pas en quoi ça pourrait être lié avec cette nouvelle tragique qui était la mort du président des États-Unis. Mais voilà. Mais je me rappelle surtout cet affrontement-là. Voilà. Et puis, alors, oui, ce que je vous racontais sur mon exposé sur l'agriculture soviétique, ça montrait qu'il y avait un côté électrique. Il y avait un côté électrique dans les classes qui pouvait... Bon, j'imagine difficilement, vous, mes jeunes camarades, et encore plus ceux qui sont aujourd'hui, je les imagine difficilement s'étriper sur les forces et faiblesses de l'agriculture soviétique ou de quelque autre pays que ce soit. Auriez-vous un dernier message à faire passer? Oh non, moi j'ai pas de message. J'ai pas de message. Je ne suis pas à un âge où on fait passer des messages. J'ai l'espoir que des choses heureuses peuvent encore m'arriver, mais je suis aussi un grand nostalgique. Hein. Comme dit Wordsworth, est-ce que ça vous est un peu pédant de citer ce poète romantique du 19e siècle, « Rather find strength in what remains behind ». Retrouvons une certaine force dans les souvenirs que nous avons du passé, ce qui subsiste de notre passé. Donc, ce n'est pas un message, mais c'est quelque chose auquel je pense souvent. Voilà. Je pense souvent à Wordsworth à cause de ça. En plus, ne croyez pas que je lise Wordsworth tous les jours, mais ce poème, on le trouve le cinéphile que je suis le trouve au début d'un film d'Elia Kazan, Splendor in the Grass, La fièvre dans le sang. Donc, je suis attaché à ces quelques mots. Vous avez autre chose, non? Belle conclusion, merci beaucoup. Merci Gilbert Beaune. Eh bien, vraiment, le plaisir était pour moi.